Merci d'être avec nous sur Télé 50 à la une de l'actualité de ce jeudi. Le prix de la déclaration de propriété réelle à la République démocratique du Congo par l'initiative pour la transparence des industries extractives a été présenté à la presse ce jeudi par son comité exécutif au cours d'une conférence de presse co-animée par les ministres des Mines, du Plan, le vice-ministre des Finances ainsi que le coordonnateur des litiers RDC. La conférence de presse n'aura duré qu'une heure, mais aura amplement suffi pour présenter les prix à la presse qui a répondu présente à cette activité. Le coordonnateur de l'ITIE RDC, le professeur Makdumba Jérémy, présente le groupe multipartite, le comité exécutif de l'ITIE RDC. Et nous avons dans la salle aussi l'honorable sénateur Congo Boudina. Déjà au début de cette même semaine, le prix a été présenté au Premier ministre Matata Ponyo-Mapon. Haïti Award, en 2016, ça vaut la peine. Le ministre du Plan, Georges Wembi, prend la parole. Le tout premier prix de l'ITIE depuis sa création en 2002 à la République démocratique du Congo. Arrive alors le tour de Martin Kabwe-Loulou de s'exprimer. Le ministre de Mines présente le prix sous les objectifs de caméra. Nous n'étions pas les seuls à recevoir le prix. Il y a d'autres pays, il y a deux pays qui ont reçu des prix, la Mongolie et le Ghana, mais ils ont reçu des prix d'autres domaines. Mais nous, le prix que nous avons reçu, il porte sur la déclaration de la propriété réelle. Nous sommes donc la RDC et donc le pays leader. Si les premiers prix décernés à la RDC par l'ITIE à la forme pyramidale, le ministre de Mines croit fermement que le prochain aura la forme d'un parallélépipède pour montrer que les réalisations financières correspondent aux attentes et aux besoins du Trésor public. La relance du processus de révision du code minier en République démocratique du Congo et les organisations de la société civile œuvrant dans les secteurs des ressources naturelles y tiennent à tout prix, très inquiète de la confusion et des déclarations contradictoires. Enregistré à ce sujet, les organisations invitent le gouvernement à relancer le processus de la révision du code minier en renvoyant le projet de loi au Parlement pour examen et adoption au cours de la session parlementaire qui s'ouvrira le 15 mars prochain et à ne pas céder aux pressions des entreprises minières qui tendent à faire échec à la réforme et qui visent également le développement du pays et le bien-être de la population. C'est une de grandes préoccupations des organisations de la société civile œuvrant dans le secteur de ressources naturelles en République démocratique du Congo. L'arrêt du processus de la révision du code minier. Dans le souci d'en savoir plus sur l'attitude du gouvernement, ces organisations souhaitent la relance du processus par les renvois du projet de loi portant modification du code minier au Parlement pour examen et adoption au cours de la session parlementaire de ces mois de mars. C'est le Parlement qui a le pouvoir d'examiner, d'adopter une loi. Que le gouvernement remette la loi au Parlement. Ceux qui ont des inquiétudes, ceux qui ont des propositions pour améliorer cette loi, que ces propositions soient transmises au Parlement. Nous l'avons fait, nous tous, avec la loi sur les hydrocarbures. Et le Parlement reçoit tous les experts, le Parlement reçoit toutes les parties prenantes. Les raisons d'ordre économique qui souhaitent l'abandon du processus des révisions du code minier de 2002, notamment la baisse de cours de métaux sur le marché international, les taxes illégales, la corruption et l'insuffisance d'approvisionnement en énergie, ne convainquent pas la société civile. Le code minier passé n'a pas profité plus au pays, mais il a profité aux investisseurs. C'est le seul code où il n'y a pas imposition des cahiers de charges. Un exemple, la Guinée a des obligations. Le cahier de charges est une obligation légale. Le code forestier a fait une obligation, les cahiers de charges. Ces organisations invitent donc le gouvernement à ne pas céder aux pressions des entreprises minières tendant à faire échec à la réforme du code minier, sachant également que celle-ci profite énormément du secteur minier congolais, plus que l'État et la population congolaise. Également dans l'actualité, la participation de la femme congolaise au processus électoral. Ce sujet a été au centre d'un atelier de réflexion organisé ce jeudi à Kinshasa par la Commission électorale nationale indépendante en partenariat avec le PNUD et l'ONU Femmes. Une activité qui entre dans le cadre des activités en marge de la Journée internationale de la femme.
Entre les membres de la Commission électorale nationale indépendante, les partenaires extérieurs et les femmes leaders politiques, la réflexion a été profonde. Les participantes ont posé de nombreuses questions sur la participation effective de la femme congolaise au processus électoral. Il y a une grande mobilisation tous azimuts. Nous les femmes, nous nous mobilisons et nous avons vraiment soif de l'information. Nous voulons être informés, formés et être au courant des stratégies pour que cette fois-ci il y ait un peu plus de femmes élues, 15, 20 ou 30 comme vient de dire son Excellence le Président. Plusieurs interlocuteurs sont passés pour nous parler, pour sensibiliser les femmes sur les 11 élections qui sont prévues pour les élections dans notre pays. Et c'est vraiment une occasion et une opportunité que la CENI a voulu rappeler aux femmes que nous sommes de se présenter massivement aux élections pour arriver à la parité homme-femme dans notre pays. Les organisateurs voudraient encourager, mobiliser et motiver la femme à s'impliquer davantage dans la politique en vue d'améliorer son score électoral aux prochaines élections. Il s'agit surtout de l'implication des femmes en tant qu'électrices et candidates aux différents scrutins en République démocratique du Congo. Dans le Tanganyika, c'est la visite des membres du bureau politique de la majorité présidentielle qui fait la une. La délégation vient de séjourner à Kalemi. Elle est conduite par le secrétaire général adjoint de cette plateforme, Joseph Kokoniengi, dit s'être déplacé dans le chef-lieu du Tanganyika pour notamment soutenir les tickets de la majorité présidentielle à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, sans oublier celle du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Autre détail avec Bienfait Mohamedi Abdallah. Et les musclés, elle, c'est la délégation de la plateforme de la majorité présidentielle MP qui a foulé le sol de Kalemi ce mercredi 9 mars. Conduite par le secrétaire général adjoint de la MP, Joseph Kokoniengi, la dite délégation a été accueillie par le commissaire spécial honorable Richangoy Kitangala et ses adjoints, mais aussi des militants de différents partis de la MP. Elle est arrivée dans la province du Tanganyika pour visiter les structures de la majorité présidentielle, se rendre compte des premiers résultats du découpage, mais également soutenir le ticket de la majorité présidentielle aux élections des gouverneurs et vice-gouverneurs et aux celles de l'Assemblée provinciale. Sans prendre du repos, les membres de la délégation se sont mis à rencontrer plusieurs couches de la population. Ils ont également profité de visiter quelques chantiers ouverts par les nouveaux dirigeants. Avant de prendre leur avion pour le Haut-Lomami, Joseph Kokoniengi synthétise ici la mission. Nous sommes satisfaits, particulièrement ici à Kalemi, de voir l'équipe que le chef de l'État envoie ici à pied d'œuvre. Bien évidemment, on a profité de l'occasion pour conscientiser la population de Kalemi, la province du chef de l'État, de voter pour les tickets de l'autorité morale. Ngoy Kitangala Richard. Nous avons échangé avec les acteurs politiques et tout est positif et sous contrôle. En rapport avec la rumeur qui court sur l'annulation de la candidature de l'honorable Richangoy Kitangala, il n'en est rien, affirme Joseph Kokoniengi. Bon, ça relève vraiment de l'ignorance et d'un tox politique. Demain, les listes définitives seront officiellement affichées à la CENI. Et vous verrez que ces gens-là sont des distracteurs. Dans le Haut-Katanga, la hausse du prix de la farine de maïs et du ciment observée sur le marché n'est pas nullement liée à une cause politique. Le comité de la Fédération des entreprises du Congo, reçu en audience par le commissaire spécial, sollicite des mesures d'accompagnement des autorités afin de juguler la carence. Nous sommes venus pour le problème de la hausse du prix de la farine de maïs. Et je crois que les solutions peuvent être trouvées assez rapidement. Nous avons deux solutions. C'est que d'abord, la première c'est que tous les importateurs de maïs doivent le faire légalement, sans passer par les circuits qu'on appelle communément les bilanga. Ils peuvent aller s'approvisionner calmement en Zambie, passer par les voies officielles de douane et de dédouanement et approvisionner le marché à un prix normal. Le deuxième, c'est encourager la production locale qui existe et qui est dans les entrepôts ici, la remettre et aussi s'appuyer beaucoup sur cette production locale. Et aussi permettre à ce que l'industrie des minotiers qui sont sur place, qui ont des stocks et qui n'ont pas l'énergie électrique,
qu'ils puissent avoir l'accès à l'électricité pour produire et afin de soulager la demande de la population en matière de farine. Je crois que c'est un problème économique très simple et qui peut se résoudre simplement avec des mécanismes classiques. Si vous avez été du côté Zambie hier, le sac de farine se vendait encore à $10 et ici chez nous c'est à 20, $22. Pour quelle raison? C'est une spéculation. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent spéculer, je ne sais pas pourquoi les gens veulent politiser le problème, mais les solutions sont là. Les solutions, c'est on importe naturellement, officiellement et par les voies très connues. On a été à la douane a dit que si on voit un camion de maïs, on le laisse passer rapidement. Le maïs est disponible du côté Zambie pour le très court terme. Pour ceux qui veulent importer, ils peuvent importer par la voie officielle. Prenons à présent ces activités du coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre, François Mwamba, qui a célébré la journée internationale de la femme avec les femmes dès son institution. Le coordonnateur du MSN a également expliqué aux membres de Rotary Club International l'accord cadre d'Addis Abeba et son niveau de mise en œuvre. François Mwamba, coordonnateur du mécanisme national des suivis, était l'invité à l'hôtel Memling dans une activité sur la paix dans le monde organisée par le Rotary Club International. Occasion pour le coordonnateur d'exposer sur la question de la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs. Il en a profité aussi pour expliquer aux membres du Rotary Club International l'accord cadre d'Addis Abeba et son niveau de mise en œuvre ainsi que les performances réalisées par la RDC. L'accord cadre ainsi signé comporte 6 engagements nationaux, 7 engagements régionaux et internationaux, généralement appelés accord de l'espoir. Et là, ceci de particulier qu'elle lie 13 pays signataires. On peut rapidement les citer. Il s'agit de la RDC, de 9 voisins. Le Grand Soudan qui refuse l'idée qu'il ne serait plus voisin de la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud et le Kenya. Mais aussi figurent parmi les signataires des organisations à caractère régional, la CIRGL elle-même. Bien avant, c'est à l'hôtel Sultani que François Mwamba et les femmes du mécanisme national de suivi se sont retrouvées pour célébrer la journée internationale de la femme. Elles ont reçu des encouragements dans l'exercice de leur travail. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication tient au respect strict des règlements régissant le métier des journalistes en République démocratique du Congo. La question était à nouveau sur la table ce jeudi à Kinshasa entre les responsables du CESAC et les patrons de presse. Tito Ndombi, président de cet organe de régulation, leur a rappelé à l'ordre pour un travail professionnel tout en rappelant la mission du CESAC. Comme organe de régulation des médias congolais, le CESAC tient également à faire respecter la loi sur la presse et les principes d'éthique et déontologie journalistique en RDC. Depuis son installation, il a pris plusieurs mesures coercitives à l'endroit des journalistes et des entreprises de presse. Mais avant la sanction, il faudra prévenir. C'est le sens de cette rencontre organisée ce jeudi à Kinshasa à l'intention des patrons de presse. Nous avons voulu faire de cette rencontre une rencontre participative, une réunion de réflexion avec les patrons des médias sur les défis que les médias congolais doivent relever pour se développer et être à un bon niveau. Tito Ndombi, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, rappelle à l'ordre l'assistance. Lui qui tient également à la liberté d'expression, un défi à la fois majeur et incontournable. Et pour les cas des spots publicitaires qui s'écartent totalement des principes déontologiques, le président du CESAC est sans équivoque. Bien évidemment, il va y avoir les sanctions. D'ailleurs, nous avons donné un moratoire jusqu'au 10. Ça a tombé à expiration aujourd'hui. À partir de demain, 11, on va faire le tour des rédactions pour contrôler déjà, savoir qui a sa carte professionnelle qui ne l'a pas, qu'il est en nombre de cotisation ou pas. Tous les présidents qui sont ici, on va les mobiliser pour qu'ils puissent, dans chaque rédaction respective, faire le travail de normalisation.
à la dimension managériale du média. On est peut-être des très bons journalistes, mais peut-être des mauvais gestionnaires. Et par rapport à ça, nous devons réfléchir. Cet appel tient lieu de mise en garde.